Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Ça faisait un petit moment, hein. C'est quand même plus tranquille quand on n'est pas là pour raconter nos histoires tristes et déprimantes, hein. Camarades, la lutte est sans fin, elle n'apporte aucune joie, elle est le dévouement absolu de l'avant-garde au service des masses prolétarisées. Elle est... Oui, bon, mais c'est quand même bien de rigoler de temps en temps, hein. Le burn-out, c'est aussi une réalité. Personne n'a envie de finir l'année comme Meryl Streep à un dîner de famille. Alors, quoi de mieux pour se vider la tête que d'écouter le clown en chef? Je ne vous permets pas de dire ça. Mais je vous le dis quand même, c'est pas grave. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave. Non, mais je ne vous le permets Mais vraiment c'est pas grave. Et je vais vous dire quelque chose de mieux. En fait, je vous ai écouté là. C'était affligeant de banalité et de médiocrité. Ah, bah 2 clowns pour le prix d'un, là, hein. On va souffrir, mais on n'a pas le choix. On va essayer de rigoler un peu malgré ces horreurs, se demander pourquoi ça s'est transformé en foirade monumentale, les questions importantes qui ont été soulevées et celles qui restent encore en suspens. En tous les cas, pas le fait qu'il soit de droite, hein. Bah, non, ça on le savait déjà. Mais on va aussi voir quelques infos qui sont peut-être passées sous les radars, avant d'aller du côté des États-Unis pour faire le point sur la rencontre entre le nouveau maire de New York et Trump. Et quoi? c'est tout. Bon, avant, vite fait, on va vous parler du budget. Je le savais. J'avais vu la douille venir gros comme une maison. Gna gna gna, on va rigoler, gna gna gna, Mme Dani, que des trucs tranquilles, hein. C'est bien qu'il y avait une pilule à nous faire avaler. Bah effectivement, hein. Heureusement qu'il y a des blagues, sinon on pourrait tout faire péter. Tout faire quoi? Pété. Sur Roblox, hein. Bon épisode de Dissolution à vous. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Samedi 22 novembre 2025, il s'est passé ça. Résultat du scrutin, votant 489, exprimé 405, majorité 203, pour 1, contre 404. C'est sans autre forme de procès que le projet de budget pour l'État a été rejeté et renvoyé au Sénat. Alors, le cornu a été obligé de faire un numéro d'équilibriste un peu particulier. Au moment où nous parlons, nous sommes dans quelque chose qui est encore, somme toute, relativement normal. Et au fond, ça sera mon premier commentaire, on voit bien qu'il y avait quelque chose d'assez attendu à cette première lecture à l'Assemblée nationale. Ah, bon, donc juste un contretemps. Rien de trop grave alors. Certains partis politiques, certains candidats à l'élection présidentielle estiment au fond que le compromis n'est pas compatible avec leur propre stratégie électorale et qu'au fond, derrière, il y a une forme de cynisme qui est en train de se dégager et qui peut mener à ce que certains errements idéologiques de certains partis politiques bloquent la situation. C'est pas trop grave, mais c'est quand même grave. Oui bon, c'est surtout l'occasion de taper sur LFI et de l'associer au RN. On l'a vu notamment dans les comportements de la France Insoumise et même parfois du Rassemblement National. D'ailleurs, le seul député qui a voté pour le budget siège au groupe Lyot et s'appelle Harold Uvart. Mais enfin, 404 à 1, c'est quand même bien que le bloc central a massivement voté pour rejeter le budget avec les conséquences qui vont avec. Au fond, ces extrêmes-là, à un moment donné, votent ça ensemble. Mais parce qu'ils savent que c'est un piège. J'appelle ça du cynisme, des arnaqueurs, uniquement pour piéger les forces qui veulent un compromis. Ils rejettent le budget comme tout le monde, mais eux ne sont comptables de rien et n'hésitent pas à se servir de leur propre échec pour en accuser les autres. Là, il dit, dans cette hypothèse, je n'aurai pas les moyens constitutionnels, en tant que ministre du Budget, d'augmenter les moyens des armées. Ça veut donc dire que vous êtes prêts à priver nos armées d'augmentation de budget à la fin d'année. Bah évidemment, le bloc central, ils ont rien à défendre à part le capitalisme. Ça va poser cette question aussi d'équilibre entre fiscalité et mesures d'économie réelles, réaliste, et puis on le voit bien aussi, un débat qui, dans le secret des alcôves, commence à apparaître entre, au fond, un déficit très réduit mais avec beaucoup de fiscalité, ou au contraire, un déficit un peu plus dégradé avec moins de fiscalité. Ce que propose le gouvernement, c'est de revenir tout simplement aussi à une logique de bon sens. Ah bah, on n'a pas dû bien suivre ces derniers mois, hein. Ce n'est pas cette dette que nous avons privilégiée. Nous aurions dû investir dans la recherche et dans l'innovation. Nous avons préféré la dette de facilité. La dette, c'est important pour justifier des coupes dans les APL, alourdir les frais d'inscription des étudiants et faire payer les malades. Mais quand même pas suffisamment pour s'attaquer aux privilèges des plus riches. Va des rétro, prolo Exorcisum, satanica, proletarium. En réalité, on voit surtout l'absence totale de sérieux gouvernemental dans cette procédure budgétaire en n'offrant aucune contrepartie sérieuse. On passe sur la réforme des retraites tant la situation est devenue illisible à cause des modalités ultra compliquées choisies par le gouvernement. On va les appeler, on a un numéro où on peut appeler éventuellement Stan.
Oui, on a les numéros des escrocs. On peut tout de suite les lancer. How are you? Guess what? Bref, le gouvernement prétend que l'absence de majorité à l'Assemblée nationale devrait contraindre les députés à vraiment faire des efforts pour trouver un consensus et que, surtout, ils ne devraient pas se servir du budget comme d'un tremplin. On doit défendre le Parlement, l'Assemblée nationale n'est pas un théâtre, le budget n'est pas un décor de fond de scène et la France n'est pas un tremplin. Et donc chacun doit évidemment désormais, avec responsabilité, sens de l'intérêt général, regarder le budget pour 2026 avec beaucoup de sérieux. Un macroniste qui défend le Parlement, la bonne blague. Bref, le gouvernement s'en lave les mains. Tout serait sous le contrôle du Parlement. Si ce n'est plus le budget du gouvernement, vous l'avez bien compris, c'est le budget désormais du Parlement dans cette navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Peu importe si les outils constitutionnels sont du côté du gouvernement et qu'il n'a pas hésité à en user pour bloquer les propositions qui lui déplaisaient. Il a ainsi neutralisé la possibilité d'un véritable compromis fabriqué par le vote des parlementaires. Pour se donner plus de temps, les parlementaires envisagent de faire comme l'an dernier et de recourir à la loi spéciale. Je lui ai déjà dit, ça va se terminer sur une loi spéciale, à mon avis, sauf s'ils ressortent le 49.3 ou les ordonnances, parce qu'on ne se remet pas d'un 481. Voilà. Au match aller, 481, au retour, ça ne marche pas. Le retour, c'est à partir du 18 décembre. Et je vous rappelle qu'une loi spéciale, l'année suivante, vous pouvez reproposer un budget. Et si le budget, après tout, c'est une loi spéciale qui tient compte de l'inflation et qui, pour le budget des armées, prévoit les milliards qu'ils veulent, moi je pense qu'il ne faut pas 7 milliards de plus, mais c'est un autre débat, eh bien à mon avis, ça sera un débat possible. Mais aujourd'hui, le gouvernement menace et condamne l'utilisation de la loi spéciale. Les parlementaires doivent défendre le Parlement. Et il y a quelque chose d'assez stupéfiant au fond de voir certains parlementaires, certaines forces politiques parler déjà de loi spéciale, d'échecs, d'ordonnances, au moment où le Parlement peut se saisir justement de cette responsabilité historique pour donner un budget à la nation. Le gouvernement ne peut pas tout avoir. D'un côté, dire que le Parlement fait ce qu'il veut et qu'il faut qu'il trouve un compromis, et de l'autre, lui interdire l'utilisation des procédures budgétaires spéciales pour se donner plus de temps pour trouver des compromis. Tous ces discours sont là pour cacher le fait que le gouvernement ne parvient pas à contrôler l'Assemblée, y compris ses propres troupes. No, I don't know what I'm doing. I'm so fucked here. Le Cornu invente ses obligations au compromis, ses interdictions à trampoliner la France pour essayer de changer le regard médiatique sur cette séquence désastreuse pour l'exécutif. En effet, tant que la dissolution n'est pas envisagée, l'absence de majorité à l'Assemblée est une contrainte pour le gouvernement et non pour l'Assemblée. Pour les députés, cette fragmentation ne change en rien leurs compétences. Au contraire même, elle encourage l'initiative et l'autonomie parlementaire. À l'inverse, cette composition fragmentée complique considérablement le travail du gouvernement qui préfère donc s'en débarrasser. Et en parlant de s'en débarrasser, rubrique suivante. Mercredi 26 novembre 2025, Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de campagne électorale. Encore une autre affaire sur 2012 après l'affaire dite des écoutes, où il a aussi déjà été définitivement condamné. Mais en bonhomme de droite, il a flairé le filon et a annoncé la publication d'un livre sur son séjour en prison, un mois après en être sorti. Ah, c'est un rapide, hein. Et en même temps, la prison, ça fait réfléchir. Mais il va raconter quoi, du coup ? Jour 1. On m'a prévenu que la nourriture serait mauvaise. C'est faux, c'est une indignité. Et sur le service public, j'ai décidé de ne plus me nourrir que de yaourt, ce dont Carla me dit tant de bien. Jour 2. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Mais cette nuit, j'ai été réveillé par des bruits. Il m'a semblé que mes co-détenus parlaient de ma mère. Jour 3. Le retour à la réalité fut brutal. Les yaourts de Carla sont infects et mes 2 officiers de sécurité n'arrêtent pas de s'inquiéter pour ma mère. Ils m'emmerdent avec ma mère. Paix à son âme et à celle de papa. Désolé pour votre pauvre papa. Merci. Qu'est-ce qu'il prend à cette conne de me parler de papa ? Cette mise en scène focalise l'attention médiatique sur les responsables politiques qui n'ont pourtant aucune véritable expérience de la prison. L'insécurité et les privations de la détention leur demeurent lointaines lorsqu'ils se trouvent dans des quartiers isolés, escortés par 2 policiers et accompagnés du garde des Sceaux. Comme le disait déjà La Fontaine dans Les animaux malades de la peste, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et en parlant de puissant, le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, a rencontré Donald Trump face à la presse le 21 novembre 2025. Le résultat a été surprenant. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay. Okay. That's easier.
It's easier than explaining it. I don't mind. Ah ouais d'accord, bon on sait plus trop s'il faut rigoler de sa clairvoyance ou en pleurer, mais en tous les cas il a fait copain-copain avec Mamdani, le même qu'il avait qualifié de dangereux communiste. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am, I will say. There's no difference in party, there's no difference in anything, and we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York, and congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Please. Alors bon, d'abord tout ça, ça peut n'être que de la com pour profiter de l'aura de Mamdani. Parce que concrètement, il faudra voir la tête de l'aide à New York promise par Trump. Certainement pas pour dépolluer, contrôler les loyers ou en réformer la police, connue pour sa brutalité qui en plus s'aggrave depuis 2013. Mais si on sait qu'une chose anime Trump, c'est sa haine viscérale des losers. He lost, he let us down. But, you know, he lost. So I never liked him as much after that, because I don't like losers. Et à côté de ça, Mamdani est un winner. And I wanted to congratulate the mayor. He really ran an incredible race against, you know, a lot of smart people. Et en plus, peut-être que Trump admire un peu Mamdani parce qu'il s'y retrouve en lui. Mamdani est un outsider, ce n'était pas le candidat favori des élites du Parti démocrate. Ça, c'était l'ancien gouverneur de New York, tombé en disgrâce, Andrew Cuomo, et principal contender de Mamdani. Par sa victoire, Mamdani, comme d'autres jeunes démocrates avant lui, par exemple Alexandria Ocasio-Cortez, démantèle la mainmise des vieux crocodiles sur le Parti démocrate, comme Trump l'a fait lui aussi en 2015 avec les Républicains. Contre ses chefs de parti, il s'appuie sur des bases populaires très fortes pour déborder les candidats officiels en incarnant un programme ambitieux de rupture. Et en plus, il gagne. Alors bon, tout sépare ces deux hommes. Trump est un fasciste, menteur et cruel qui se sert de la xénophobie pathologique de sa base en la déchaînant contre les innocents et les précaires pour masquer sa politique ultra profitable pour les riches américains. Et pour lui-même. C'est probablement un des présidents américains qui s'est le plus enrichi grâce à ses fonctions. Mamdani incarne l'inverse, une gauche sérieuse sur son travail, réaliste sur ses projets et ambitieuse sur sa vision. C'est une gauche populaire et une gauche qui gagne. Et comme on vient de parler de gauche qui gagne, on va aussi évoquer l'échec monumental de Glucksmann en direct, devant tout le monde, le 18 novembre 2025. Près de 2h30 durant, Raphaël Glucksmann a été présenté à quelques Français représentatifs d'une section de la population avec un problème particulier. L'exercice aurait dû permettre une clarification de son projet politique. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que c'est très compliqué. Ça, c'est des choix qui ont été faits. Et donc, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on apporte une réponse à un nouveau contrat social et fiscal qui soit ultra lisible et qui privilégie le travail et les travailleurs. Et en fait, toute l'idée, c'est de se dire, mais comment on va faire pour que on arrête cette dérive? Ah bah heureusement qu'il le demande, hein, parce que quand on rentre dans le concret, sur la loi du plomb, par exemple, la transition écologique, on va la faire avec les agriculteurs, vraiment. Et je pense qu'il faut réformer la PAC. Moi, je me suis vraiment penché sur cette question, sur la politique agricole commune à l'échelle européenne, pour en faire justement ce levier qui va nous amener vers la transition et vers la souveraineté. Parce qu'en fait, tout ça va miner la souveraineté européenne. Mais plus précisément, encore une fois, sur cet insecticide néonicotinoïde très dangereux, l'acétamipride. Il aurait fait quoi? Vous avez pris position sur le réseau. Oui. J'ai lu ce que mais bien sûr. Nous sommes millions. Allez-y. Non. Vous l'avez écrit, monsieur. Ce que je vous dis, c'est que dans ce cas-là, quand une décision comme celle-ci est prise, d'interdire l'acétamipride, il doit y avoir la mise en place d'un fonds tout de suite de compensation et d'accompagnement. Oui, mais encore... D'accord, mais enfin, moi, ce que je vous dis... Le fond, d'accord. Là, en l'occurrence, franchement, on se parle, c'est bien, mais j'ai pas le pouvoir aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est un secret pour personne. Et vu la prestation, tout le monde s'en réjouit. Mais quand on gratte un peu à la surface, le vernis craque. Très vite. Je peux vous le répéter 100 fois, mais... Non, mais il y a des Français qui vont devoir travailler plus longtemps. Oui. Non. Mais c'est qui, celui-là? Ça ressemble à des trucs de macronistes, ça, non? On peut pas tout faire, faut pas... Ah bah oui, c'est sûr, hein, le discours de la hiérarchie des priorités ne sert qu'à une seule chose, justifier l'élimination de celles dont vous ne voulez pas. Et disons qu'il a su préciser ses autres priorités. Est-ce que ça veut dire que vous êtes partisan, comme l'a dit Sébastien Lecornu, de calquer les méthodes de l'antiterrorisme sur l'anti-narco? Sur les narcos, oui. Il faut vous êtes la création, oui. Et il y a un parquet national antiterroriste, il y a un parquet sur les narcos, et il va falloir vraiment considérer que c'est une guerre, parce que aujourd'hui, toutes les villes sont touchées. Ça, normalement, c'est le discours de Gérald Darmanin ou de Bruno Retailleau, pas celui d'un homme qui se dit de gauche. Alors bon, son côté droitier était tellement visible qu'un participant n'a pas hésité à lui rentrer dedans, frontalement.
Moi, je pense très sincèrement que vous n'êtes pas de gauche, mais je ne vais pas me faire comme ces gens d'extrême droite qui pensent que leur vérité est une vérité générale et je vais me baser sur des choses concrètes. Moi, j'ai essayé de définir c'est quoi un homme de gauche. Donc, j'ai regardé l'histoire de la gauche et la doctrine de gauche. Un homme de gauche, c'est une personne qui est consciente qu'il y a des inégalités dans le monde. C'est une personne qui est consciente qu'il y a des mécanismes de domination, qu'il y a des peuples opprimés pour une élite bourgeoise dans le monde, et tout ça c'est dû à un système. Ah, et ça ne s'est pas arrêté là. On est conscient qu'il existe un système qu'on appelle le système capitaliste, qui permet tous ces leviers qui font qu'aujourd'hui il y a des inégalités, qu'en France il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, mais que les 500 familles les plus riches de ce pays ont des fortunes qui s'élèvent à 1200 milliards d'euros. Donc j'ai constaté ça et j'ai remarqué que tout homme de gauche donc combat ce système capitaliste. Et quand on dit combattre, c'est pas se compromettre avec ce système capitaliste. Bon, allez, juste un dernier pour la route sur la question des problèmes liés à l'interdiction de l'acétamipride, puisqu'on en parlait. Il y a quelqu'un qui vous parle de l'écologie, vous dit qu'il subit une concurrence déloyale, des choses qui sont importées de Chine, et votre première chose, c'est de dire on va les taxer. En fait, le problème, il n'est pas là. On est dans une scène de surconsommation, et on est dans un système qui est dans une mondialisation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on éduque la population sur les risques écologiques, mais également qu'on leur donne le pouvoir d'achat nécessaire pour pouvoir acheter français. N'importe qui ici, si on avait les moyens, on achèterait français, on achèterait local. Et le coup de grâce? Ma question, excusez-moi, qui est très directe, c'est quand allez-vous assumer que vous n'êtes pas de gauche et que non mais il faut le dire, il se compromet avec la Macronie, il a signé il y a un an. Vous vous comprenez avec la Macronie, effectivement, vous avez proposé une alliance de non-censure avec la droite et la Macronie en reniant le programme GNFP que vous avez signé il y a un an et demi, je sais pas si vous vous en souvenez. Oh allez, on se la remet. Quand allez-vous assumer que vous n'êtes pas de gauche et que non mais il faut le dire. Alors que l'attaque en règle était prévisible, sa réponse a été Je pense pas que vous ayez le monopole de dire machin est de gauche ou bidule ne l'est pas, parce que votre vision de la gauche, qui est une vision sectaire et qui si elle est complètement sectaire, c'est son avis. Ah ouais, même Pujadas est obligé de défendre Glucksmann pour dire qu'il a le droit à un avis. Mais rassurez-vous, il nous a bien montré qu'il était bien de droite. Un peu de respect. La France. Êtes-vous un macroniste qui penche à gauche? Non, d'abord, je réponds sur le cœur de la question, qui était le système capitaliste. Et le fait de, oui, vous voulez juste mettre en gros, vous voulez mettre des petits pansements sur un système. C'est ce que vous faites. Ok. Moi, je ne pense pas que c'est juste mettre des pansements sur un système. C'est ça la gauche? Où est l'ambition? Où est la promesse du combat si les maigres concessions ne sont pas des pansements en attendant mieux, mais tout ce qu'on aura? Et bravo à Hugo Mazous d'avoir dit les termes, en direct et en face. C'est jamais un exercice facile, parce qu'à côté de ça, Glucksmann a pas mal ramé. Ce que vous faites. Ok. Mais en fait, Glucksmann a été nul toute la soirée. Et ça s'est particulièrement vu dans le débat contre Zemmour. Alors d'abord, débattre contre Zemmour, première curiosité. Le mec n'existe plus, c'est un loser politique, même ses eurodéputés ont déserté son parti pour aller au RN. Alors pourquoi ressusciter un cadavre déjà si bien faisandé? Parce que ça lui en a fait de la pub. La ligne argumentaire de Glucksmann était pas mal sur le fond. Elle était relativement simple. Zemmour déteste la France. Je veux défendre la France telle qu'elle est, pas telle que vous la fantasmez. Vous fantasmez une France qui n'a en fait quasiment jamais existé. Vous êtes totalement écœuré à chaque fois que la France rayonne. Le dernier exemple, 85% des Français qui admirent le fait qu'on accueille la terre entière pour faire les Jeux Olympiques, qu'on a une cérémonie d'ouverture, vous trouvez ça écœurant, abject. À chaque fois que cette France-là réussit, parce qu'elle ne correspond pas à vos fantasmes, cela vous dégoûte. En gros, Zemmour projette sur la France sa vision malade de la société dont il rêve. Mais en réalité, la France, la vraie, celle historiquement riche et complexe, Zemmour ne l'aimerait pas. L'argument sur le fond, pourquoi pas? Et Glucksmann a même avancé un coup qui semblait décisif. Vous savez à qui vous m'avez fait penser quand j'ai lu ça? Eh bien, au prédicateur islamiste que j'ai étudié en Algérie. Il disait la même chose, il disait la France est un virus moral. Alors, vous pensez comme eux. Réponse peut-être Vous d'Éric êtes Zemmour. profondément étranger à tout ce qui a fait la grandeur de la France. Malheureusement, par une série de techniques extrêmement complexes et avancées, à savoir être très nul, l'attaque de Glucksmann a glissé et a lamentablement fini à l'eau. En particulier sur la laïcité, où Zemmour n'a fait qu'enchaîner les horreurs. La dame qui était voilée là, avec le hijab. Qui est toujours là. Bonjour, madame. Elle l'est toujours. Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. Et
n'aurait pas eu le droit non plus de travailler. Parce que je vous dis, c'est ça la République. Cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir de la rue, mais... La République, c'est l'assimilation. Chacun son tour. Ça veut dire que dans la République, monsieur Glucksmann, excusez-moi, dans la République, les religions n'ont pas le droit de s'afficher dans l'espace public. C'est d'une violence inouïe. Mais Glucksmann s'embourbe, ne répond pas vraiment, fait des grandes phrases très creuses, et pendant ce temps, Zemmour assène ses horreurs. La laïcité... Mais ça m'étonne pas que vous ne la compreniez pas, la laïcité, en fait. C'est vous qui la comprenez. Mais non. Bon, Zemmour, il savait déjà que le match était plié. Et on se demande, mais il est où, là, Glucksmann? Sur quelle planète? Là, on parle de laïcité. Zemmour enchaîne les contre-vérités, faut réagir. Même Pujadas est tellement gêné qu'il intervient. Il n'aurait pas eu la police, cette dame n'aurait même pas osé. Il y avait des religieuses dans la rue sous la Troisième République. C'est des professionnels de la religion, mais c'est le christianisme. Le christianisme, comme je le dis dans mon livre, a fait la France. Ce n'est pas le cas de l'islam. Glucksmann a tellement peu de charisme que Zemmour se met à débattre avec Pujadas en l'ignorant complètement. Le truc est tellement énorme que tout homme politique de gauche devrait pouvoir répondre à ses propos abjects. Monsieur Zemmour, ce que vous avancez est faux et chacun peut le vérifier. La loi de 1905 est limpide. L'article 1 garantit la liberté de conscience et de culte. L'article 2 interdit à la République de reconnaître un culte. Vous invoquez la laïcité, mais vous en défendez l'exact contraire. Votre seul objectif ce soir semble être de terroriser les musulmans de France. Et Zemmour ne se cachait même plus. Pour lui, la bonne solution, c'était l'assimilation, y compris avec la force. Bref, la purification ethno-culturelle. Et quand je vous parlais de la diversité, tous les pouvoirs, depuis 1000 ans, que ça soit la monarchie, que ça soit l'Empire, que ça soit la République, ont justement été obsédés par cette diversité qui pouvait détruire le pays, et ils ont essayé de rassembler et de faire ressembler par l'assimilation et souvent par la force. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. À côté de ça, la réponse de Glucksmann était systématiquement à contretemps. Bon. Et que c'est l'islam qui va tuer la liberté européenne. Je ne vous autorise plus à m'interrompre. À partir de maintenant, vous ne m'interrompez plus. Laissez-le parler. Comme si Zemmour avait besoin de l'autorisation de Glucksmann. Même Pujadas intervient pour le sauver, comme il a dû le faire à plusieurs reprises. Attendez, on va pas couper les micros. C'est indigne, vous vous en moquez de ces gens que j'ai cités. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Je ne vous autorise pas à dire ça. Vous ne m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Raphaël, non, là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Non, arrêtez, vous ne donnez pas le bon exemple. Dans un débat politique, le respect ne se réclame pas, il s'impose. Il aurait pu dénoncer l'agressivité de Zemmour ou simplement nommer ses interruptions pour ce qu'elles sont. Une technique de petit bras pour ne pas parler du fond. À la place, il s'est posé en loser et la gravité s'est chargée du reste. Eh bien vous, monsieur, vous applaudissez Vladimir Poutine par conviction idéologique, parce que vous êtes en fait le larbin. Monsieur Zemmour, vous êtes le larbin des Vents. Vous êtes le larbin de Poutine. Mais si vous avez professé votre admiration pour eux, vous êtes au service du... Non, vous ne défendez pas la France. Je n'ai pas été payé par un autre président. On va pas repartir tout sur le même plan. Monsieur Glucksmann, vous n'êtes pas au service de la France. Vous n'êtes pas au service de la France. Je suis au service que de la France, moi. Non. Consumé par la haine d'avoir perdu l'échange, Glucksmann a offert à Zemmour une victoire par KO. Et d'ailleurs, si vous voulez voir comment on gère un énergumène comme Zemmour, on a retrouvé une archive. Vous allez voir, c'est salé. On a déghettoisé. On a créé partout des parcours de réussite. Je vous dis pas que ça marche partout super bien, je veux juste dire une chose. On a établi avec l'ensemble des communautés religieuses, donc y compris avec la communauté musulmane, des relations permanentes, avec des lieux de culte officiels, sécurisés, avec lesquels nous discutons régulièrement. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est parfait avec Zemmour. Je suis juste en train de vous dire que, comme par hasard, dans des quartiers où ce travail-là a été fait, les choses se sont apaisées. Bon, voir Copé gérer Zemmour et lui infliger une raclée, c'est rude, hein. Mais ça montre qu'en fait, c'est pas si compliqué. Comme son argumentaire d'ailleurs, c'est tout simple. Non seulement Zemmour ne comprend rien à rien, il confond tout et en plus ses idées ne marchent pas. Pour lutter contre l'islamisme radical et ses déviances terroristes. Vous voulez pas trouver encore un adjectif avec un pré radical, parce que pendant que vous y êtes. Mais moi, je fais partie de ceux qui trouvent parfaitement débile, puisque vous avez l'air d'ironiser là-dessus, débile, de ne pas faire la différence entre ces gens-là qu'il faut combattre et avec tous les moyens de la République. C'est pas très joli, mais c'est efficace. Nier, comme vous le faites trop souvent, des parcours de réussite formidables chez un certain nombre de nos compatriotes qui sont issus de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, qui sont musulmans, qui pratiquent leur religion et qui par ailleurs font des réussites remarquables dans tous les domaines.
l'entreprise, l'administration, les arts, les sports. Et naturellement, c'est tellement incompatible avec votre idéologie que vous n'en parlez jamais. Et ça n'est pas minoritaire. Jean-François Copé, Éric Zemmour vous répond. Le chaos est évident. Christine Kelly est obligée d'intervenir pour sauver Zemmour. Mais Copé, quand même, ça laisse un sale goût. Hein. Copé... The problem with shame is you can repent of it all day and it's not going to leave. You feel dirty. That's the experience of it. Glucksmann a été nul. Alors c'est toujours facile de refaire le match, surtout face à un adversaire aussi redoutable que Zemmour, parce qu'il est terrifiant. On en viendrait presque à le plaindre. Non. Oui, non, c'est vrai. Non seulement Glucksmann pouvait éviter ce débat, mais en plus il ne l'avait pas préparé. Il a été mou sur des connaissances qui auraient dû être limpides, sur la laïcité notamment, et il s'est perdu dans des guerres picrocolines. Ce pays-là, qui était un terroriste nazi pour ceux qui ne savaient pas, ce pays-là, oui mais c'est vrai, ce pays-là est terrien, ce pays-là est maritime. L'immense problème de la France pour Carl Schmitt et pour vous, c'est qu'en fait on ne sait pas trop si elle est terrienne et maritime, puisqu'elle est à la fois terrienne et maritime. La France est-elle un pays du Nord ou du Sud? Non, laissez-moi. Mais non, on va pas le laisser, non. On s'en fiche. Zemmour sort dinguerie sur dinguerie, on va pas se perdre dans les détails de sa théorie pathologiquement délirante. Dans l'ensemble, Glucksmann a fait du Glucksmann en se contentant d'invocations vides et bien pensantes. Et le résultat, vous allez voir, eh bien, c'est que la France est bien plus forte que ça. Et que vous ne l'emporterez pas. Et que nous allons reprendre le métier à tisser de la France républicaine. Les phrases sont vides. Il n'y a rien à part une pénible mise en scène de mots. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est juste que ces élections, ce seront des élections... Moi, j'aime pas le truc, la tarte à la crème de dire, oui, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Non. Ce sera la rencontre de la France avec elle-même. Mais c'est pas franchement mieux, ça veut rien dire. On peut pas répondre ça après ces 3 heures, c'est pas possible. On dirait du mauvais Macron. Et en plus, il n'a pas hésité à en copier le style méprisant. Eh ben, Jaurès a écrit l'Armée nouvelle, et j'aimerais que vous le lisiez. Face à un jeune, le coup du « j'en sais plus que vous » marche à tous les coups pour passer pour un boomer sans argument. Je veux dire, ça ne marche pas comme ça. Ouais, toujours aussi méprisant. Bref, si Glucksmann a perdu ce débat, c'est d'abord parce qu'il ne l'a pas bien préparé. Sûrement parce qu'il est trop habitué aux journalistes de complaisance. Il aurait dû mieux maîtriser ses sujets, sa parole, et surtout éviter ces grandes phrases vides s'il n'a pas l'esprit suffisamment vif pour les assumer. On a beau critiquer Macron, mais au moins il sait tenir sa façade. Derrière c'est du toc, mais il tient pendant le débat. Alors on voit que Glucksmann n'est pas cet homme politique apte à réussir dans les vrais débats. Mais il se pose en intellectuel. En réalité, ça aussi c'est du toc, comme Macron. Ça s'est particulièrement vu dans sa réponse à la question sur le génocide en Palestine. Pour Glucksmann, en fait, le mot de génocide n'est pas si important. L'emploi ou pas du terme génocide ne détermine pas les actions qu'on doit faire pour mettre fin au crime. Ah ben, j'ai toujours dit que si et ça. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi moi, personnellement, je n'emploierais pas ce terme de génocide. Et je dis juste que pour moi, il n'y avait pas la qualification avérée du génocide. Mais ça n'empêche rien, ça n'enlève rien à la gravité des crimes ou à la nécessité d'agir pour prévenir ces crimes. D'abord, si les mots ne changent rien, pourquoi refuser de les utiliser? Mais en plus, en droit, qualifier les faits, c'est essentiel. Reconnaître un génocide, ça oblige à agir. L'importance des mots est centrale. S'il était aussi cultivé qu'il le prétend, il aurait lu le très beau livre de Philippe Sands sur 2 juristes, Lauterpacht et Lemkin. Ce sont eux qui ont construit les termes qui permettent aujourd'hui de qualifier juridiquement l'extermination d'un peuple. Il aurait pu répondre qu'il préférait le terme de crime contre l'humanité. Bref, il aurait brodé quelque chose pour montrer un semblant d'intelligence. Mais non, il préfère dire que les mots ne sont pas importants, alors même qu'ils façonnent la réalité sociale. Pas un homme politique, pas un véritable intellectuel, Raphaël Glucksmann est un de ces ovnis dont raffole le paysage médiatique. Creux et vain, mais un si bon client. Mis à part ça, il n'est pas grand-chose et ne sait pas trop où il va. Il s'en rend compte lui-même. Vous avez vu ce soir dans nos échanges que ce projet, il n'est pas encore abouti. Ah bah oui, effectivement, on a bien vu, ouais, il s'en rend compte quand même. Une seule question, mais alors, pourquoi l'invite-t-on encore ? Voilà pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. N'oubliez pas, Blast est en campagne. Faites un tour sur la page de soutien et si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. La bêtise insiste toujours. Albert Camus. Oui.